Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui incarne la résilience, l'audace et la liberté. Diagnostiquée avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie dégénérative rare et épuisante, Aurélie a fait le choix de ne pas subir. Elle a quitté le salariat privé, exploré l'enseignement, la décoration florale, le web design et plus récemment le web marketing. En 2022, elle est partie avec son mari et leur fils pour un périple de 11 mois à travers l'Europe. Son projet ? Devenir digital nomade à temps plein pour continuer de voyager malgré la maladie. C'est une conversation inspirante, pleine de lucidité et d'élan que je suis très heureuse de partager avec vous. Bonjour Aurélie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Alors bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Aurélie. Donc j'ai 34 ans. Je suis maman, mariée et aujourd'hui également auto-entrepreneur de Lily Créa Design, une auto-entreprise où je mêle branding, web design et stratégie de communication digitale grâce à la tribu digitale. Mais ce chemin, je ne l'ai pas emprunté par hasard. Il est le fruit d'un parcours de vie aussi riche qu'imprévu. Donc à la base, je suis ingénieure agroalimentaire de formation. Donc j'ai longtemps évolué dans le monde de la pédagogie en tant qu'enseignante en biotechnologie, dans un lycée d'hôtellerie, restauration et de santé sociale à la suite de cela. Et en parallèle, histoire de rajouter un petit peu quelque chose, j'ai aussi été fleuriste dans l'événementiel en auto-entreprise pendant 10 ans également, spécialisée dans les mariages en Loire-Atlantique. Donc pendant 10 ans, j'ai mis les mains dans les fleurs, dans le cœur et les ambiances et l'âme dans la scénographie. Et puis la vie a fait que ma santé s'est dégradée. Donc je suis, comme l'a précisé Nathalie, atteinte du SED hypermobile, donc du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie rare qui affecte mon quotidien, ma mobilité et mon énergie. Donc petit à petit, j'ai dû réduire mon temps devant mes élèves. D'abord à 80%, puis après à 50%. J'ai dû faire le deuil de longues journées d'installation florale et des portages et des saisons très intenses, de avril à septembre, où c'est là où on a le plus de clients. Mais tout ça n'était plus possible par rapport à mon état. Donc plutôt que de subir, j'ai choisi de me réinventer, de changer. Et au lieu de couler, on va plutôt aller voir le soleil. Donc j'ai décidé d'honorer mes passions autrement. Donc j'ai repris le chemin de la formation pour créer un nouveau projet plus aligné avec mes capacités et pouvant être réalisé à domicile.
Donc, ce que je vis, ce que je traverse au quotidien, ce que je crée aujourd'hui, tout est lié au jour le jour. Mon métier, c'est de mettre du sens et de l'émotion dans l'identité visuelle, dans les mots, dans les images, dans les dessins que je fais, pour que chaque client puisse prendre sa place avec sincérité dans son entreprise. Donc voilà qui je suis. Finalement, je suis une entrepreneuse passionnée, résiliente, effectivement, et engagée au service de celles et ceux qui veulent briller tout en restant alignés avec leurs projets et leurs domaines. Waouh, super présentation. Merci Aurélie. Depuis quand tu es maman et combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Tom. C'est mon seul enfant et il le restera car une nouvelle grossesse représente un trop grand risque, un trop grand danger pour moi. Donc, je préfère qu'il reste avec une maman et mon mari avec une femme plutôt que de prendre le risque que je ne sois plus présente à leur côté. Donc, devenir maman a déjà été un véritable combat. Donc, un parcours semé d'épreuves, de doutes et de douleurs. Au départ, on n'était pas sûr du tout de vouloir avoir un enfant au vu des risques que ça impliquait. Mais finalement, l'espoir aussi d'espoir et d'amour très intense. Donc, Tom est né après un long chemin en PMA. Et quand enfin j'ai eu ce test positif, ce n'était que le début d'un nouveau défi. On coche une case, mais on en a encore des centaines à cocher devant nous. Donc Ouais. ma grossesse a été tout de suite classée à très haut risque, où j'ai été suivie par un hôpital spécialisé aussi. Donc dès les premières semaines, et puis, ce qui était très dur, c'est que le corps médical nous rappelait presque chaque semaine, parce qu'on avait des échographies toutes les 2 semaines quasiment, Mhm. qu'il ne fallait pas trop qu'on s'attache, qu'il fallait qu'on regarde les prises de sang systématiquement, et puis qu'il fallait pas que je bouge, etc., parce que mes ligaments au niveau de mon utérus pouvaient lâcher à tout moment, donc Waouh. provoquant hémorragie interne et puis perte de notre enfant. Donc ça, c'était dur, c'était un véritable ascenseur émotionnel au quotidien, Mm. entre la peur permanente de perdre ton enfant, même jusqu'au 9e mois, on nous disait sans arrêt, même au 6e, bah, écoutez, non, vous projetez pas trop. Enfin, donc en fait, tu sais jamais quand est-ce que tu vas pouvoir profiter de ce moment de grossesse qui est unique. Donc voilà, on a été vraiment entre de la peur et de l'espoir pendant ces 9 mois de grossesse. Et puis après, bah, l'accouchement, bah, on peut pas dire vraiment que c'était mieux, ça a été à la hauteur du reste. Donc 33 heures en salle de naissance, avec des contractions. Dès que je suis arrivée, j'étais toutes les 2 minutes. Et puis, bah, sans péri, tout ça, parce que, bon, voilà, au début, c'était compliqué de l'installer et tout ça. Et puis, donc, j'étais branchée de partout. Puis, au final, ils ont mis la péri. Enfin, bref, voilà. J'étais maintenue comme un roast beef parce que, bah, avec le CED, en fait, je peux me luxer de partout. Donc, vraiment, c'est une image qui me reste et qui est vraiment véridique. Vous imaginez un roast beef avec des fils, bah là, c'est pareil. J'étais sur mon siège avec des attaches pour vraiment maintenir à la fois mes épaules, à la fois mes hanches, et puis ils serraient tout comme des tendeurs, quoi. Ah Donc ouais. voilà, c'était vraiment pas l'image, quoi. Donc voilà, et le but, c'était qu'on évite les luxations dès le départ de l'accouchement, enfin du travail. Bah, c'est un peu chaud pour après. Bref, c'était un moment hors du temps où j'essayais de faire rire mon mari sans arrêt, mais lui, il était blanc, il était livide parce que ça sonnait de partout. C'était un moment un peu particulier. On avait une tension extrême, on sentait aussi de la part des soignants. On a eu 4 équipes de soignants parce que forcément, ils ne travaillent pas pendant 33 heures d'affilée. C'est Donc, clair. on en a eu. Et donc, voilà, on a eu vraiment cette notion d'attente, et même pour la famille, surtout en période Covid. Mon petit loup est né le 10 juin 2020, donc on était période Covid où normalement les hommes ne pouvaient pas venir en maternité. Mon mari a été autorisé, mais on a vécu vraiment une attente extrême, longue, même pour nos familles qui attendaient l'appel avec impatience et qui ne dormaient plus depuis 33 heures. Et puis, l'arrivée de Loulou, son petit cri, si tout petit, bah, a vraiment tout changé dans notre cœur et dans nos vies aussi. Mm. Donc voilà, donc pour nous, Tom, c'est un petit miracle. C'est notre rayon de soleil, c'est notre rayon de lumière, né d'une force de vie qui m'a vraiment appris encore plus sur moi, sur ce que j'étais en capacité de faire et d'accomplir, sur la résilience aussi, et ce que veut dire aimer, vraiment envers et contre tout, et c'est mon petit bouchon, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est pas seulement aussi mon petit poussin, c'est vraiment la plus belle preuve du fait de montrer que la vie gagne parfois. C'est pas toujours le cas, mais il faut croire en la vie, il faut peser le pour et le contre et il faut foncer. Il faut pas rester assis, quoi. Il faut se Mm. relever. Voilà. Mm. Waouh, en tout Voilà. cas, beaucoup d'émotions là dans ce que tu racontes et effectivement dans ton combat quelque part pour pouvoir devenir maman, puisque Mm. c'était pas Mm. gagné à cause Oh de non. ta maladie. Ouais, complètement. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Et oui, oui, oui.
Donc, notre rencontre avec Nathalie, donc avec toi, avec Charlène, avec Jennifer, et ben écoute, elle s'est faite dans un de ces moments où finalement l'intuition prend le dessus sur le doute, parce que j'étais dans l'hésitation depuis déjà quelques temps de venir à la tribu. Je suivais de loin, j'observais ce que vous faisiez, j'écoutais les podcasts, je regardais Facebook, Insta, mais je n'étais pas encore prête il y a quelques années. J'hésitais, je doutais beaucoup. En tant qu'auto-entrepreneuse en transition, je savais que fleuriste n'était plus pour moi. Je voulais aller vers des compétences que je pouvais exercer à domicile, mais je ne savais pas trop où mon cœur allait balancer. J'ai, dans un premier temps, fait un virage vers le graphisme, le web design, donc une Mhm. formation que j'ai d'ailleurs menée en même temps qu'un tour d'Europe. Donc je me couchais bien tard pour gérer, pour gérer cette formation-là en plus. Mais tu vois, il me manquait ce petit socle stratégique en communication digitale pour aller plus loin que je n'avais pas. Et puis surtout, je cherchais une formation qui soit humaine, qui soit incarnée et alignée avec mes valeurs. Et un jour, c'était une évidence, je me suis lancée avec toi. Donc, j'ai rencontré d'abord Charlène, puis toi. Et puis, pendant la formation en social media management que j'ai réalisée il y a quelques mois dans la tribu Iceberg, dès nos premiers échanges, j'ai senti ta bienveillance, ta clarté, ta présence qui est très, très rassurante pour toutes les personnes qui participent à tes différentes formations. Et puis, tu avais ce petit quelque chose de manière très structurée. Enfin, tu nous accompagnais de manière très organisée, structurée. Et puis, rendre les choses faciles et intuitives. Et c'est exactement moi ce qu'il me fallait. Et puis, à ce moment-là, sur mon chemin, j'étais contente de te trouver. Donc, bon, voilà, c'est assez rigolo parce que quand tu regardes en arrière, finalement, on se dit que les bonnes rencontres arrivent toujours au bon moment. Et même si on ne le sait pas encore, donc on est dans le test, on essaye, puis finalement, quand tu prends du recul, tu te dis, ouais, c'était vraiment ça et c'est chouette. Et donc, cette formation, ça a été bien plus pour moi qu'un apprentissage. Ça a été une connexion forte à différentes personnes, de rencontrer des femmes incroyables. Et ça a été un soutien. Ma tutrice Jennifer, elle a été incroyable. J'adore, elle est adorable. Et puis voilà, c'est aussi une bulle d'élan parce que tu es accompagné, tu es soutenu pour te lancer. On t'explique voilà, qu'il n'y a rien sans rien, qu'il faut bouger, aller prospecter. Maintenant qu'on a les compétences, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir montrer aux clients qu'on est là, qu'on peut proposer nos compétences. Mm. Donc voilà, dans cette tribu, finalement, je ne me suis pas seulement formée, puis je me suis révélée, puis j'ai trouvé des très, très belles personnes avec qui continuer l'aventure. C'est clair, effectivement. En plus, vous êtes un groupe hyper soudé. Donc, c'est vrai que c'est chouette parce que même après la période de formation, il y a toujours ces échanges, cette entraide, etc., qui permet Mm. justement d'aller plus loin et puis d'échanger sur les problématiques que vous rencontrez ou même de vous remotiver les unes les autres. Et ça, c'est vraiment hyper précieux. Mm. Ouais, tu as raison. Mm. Si tu étais Et une puis, femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? alors écoute, mon choix va peut-être vous paraître curieux, puis vous allez vous dire, mais qui c'est cette dame-là? Alors, je choisirais Frida Kahlo. On la connaît peut-être très peu. C'est une peintre mexicaine qui est très intéressante de par son vécu. Je suis intéressée par elle, pas forcément par ses peintures, mais surtout par sa façon de vivre et puis son état d'esprit. Elle incarne, si tu veux, de la force et puis de la vulnérabilité à la fois. Également de la liberté, parce que cette femme, elle a énormément souffert. Pareil, elle a un corps qui ne suit pas, même si la société la juge et puis que la vie la cabosse dans tous les sens, elle y va, elle fonce, elle continue. Elle n'a jamais renié sa douleur, elle l'a transformée, elle l'a peinte, elle l'a sublimée aussi, et elle n'a jamais cessé de créer, même quand elle était alitée, même quand elle était vraiment brisée, son corps était vraiment très abîmé. Elle a toujours continué. Et puis, son expression, pour elle, c'était la manière de vivre, de tenir debout et de dire, je suis là, en fait, Mm. j'existe. Donc, c'est une personne qui est vraiment très, très intéressante. Elle incarne de la détermination. Et pour moi, je me reconnais dans cette détermination. Le fait aussi de faire de mes limites une manière très créative, de refuser aussi de me laisser définir uniquement par la maladie, parce que, tu sais, même dans l'enseignement, ils avaient un projet sur le handicap, et puis quand je leur demandais, mais pourquoi tu viens me voir moi? Parce que vous êtes la personne handicapée. Et en fait, ça t'envoie quand même un message. Avant de me voir en tant que personne, en fait, on me voit en tant que personne handicapée. Avant Ouais. même de voir
en globalité, tu vois. Donc voilà, moi, je souhaite porter mes projets avec courage, avec sincérité, et puis avec dynamisme, avec voilà, un feu intérieur, une lumière explosive. Je suis comme ça, et puis être une femme à impact, pour moi, ce n'est pas être parfaite ni sans faille, et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à l'accepter, et là, l'année qui vient de passer, ça a aidé aussi en ce sens. Mhm. C'est qu'il faut juste oser être entière, semer des petites graines d'espoir, d'authenticité et puis de beauté, d'incarner quelque chose qui peut donner des ailes à tout ce que tu fais. Mm. Et là où tu passes, aux personnes que tu rencontres, aux messages que tu as envie de passer, de revenir dynamiser certaines personnes qui n'y croient plus, qui pensent que tout est fini. J'ai envie de dire que je serais cette Frida, une femme debout, même assise, une femme libre, même dans un corps qui est très très contraint, mais qui ne se voit pas. Hein. C'est l'art des maladies invisibles la plupart du temps. Et une femme qui crée du sens et de l'émotion, peu importe ce qui se passe, même si c'est le chaos autour. Et, hein, comme on dit, boire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, ça a été toujours notre fonctionnement. Donc voilà, Frida. Effectivement, une très très belle justification et on comprend très très bien ton choix. Ça paraît super logique, en tout cas par rapport à ton parcours et au sien. Pour Mhm. entrer maintenant dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter comment tu imaginais ta vie lorsque tu étais plus jeune? À quel moment tu as été diagnostiqué du CED et comment ce diagnostic a changé ta vision de ta vie à la fois professionnelle mais aussi personnelle? Mhm. Oui, bien sûr. Alors écoute, quand j'étais petite, tu sais, j'étais un petit peu un électron libre. Je chantais beaucoup. Je me voyais chanteuse, je me voyais danseuse, je me voyais cavalière parce que j'adorais faire du cheval aussi. J'étais pianiste des années. Donc voilà, je me voyais dans la musique, dans la danse. Je me voyais aussi pâtissière. Enfin voilà, bref, artiste à 100%. Et puis voilà, tu vois, j'étais curieuse, j'étais passionnée, je touchais à tout. Et puis, je m'imaginais comme ça, tu vois, solaire, à la fois un peu en talons hauts, qui est capable de faire plein de trucs, toujours bien coiffée, bien maquillée, féminine, forte, etc. Bon, voilà, tu vois, c'est l'image un peu après aussi qu'incarnent tes parents parfois, hein, qui te renvoient ce message de surwoman. Mais finalement, écoute, très tôt, hein, mon corps a commencé à envoyer des signaux, hein, même quand j'étais petite. Hein. Donc des douleurs, des ecchymoses inexpliquées, tu as des bleus un peu partout, des entorses, des luxations à répétition. C'était ça sur le compte d'une croissance qui a été trop rapide. Où, donc mes jambes n'étaient pas prêtes, mes ligaments n'étaient pas prêts. Je grandis trop vite, on mettait ça là-dessus. Donc Mhm. pendant des années, hein, on a été voir plein de spécialistes. On a habité la région parisienne initialement. Et puis, bah voilà, tout le monde me disait, faut attendre qu'elle ait fini sa croissance. Donc, on verra vers 18, 20 ans si ça continue. En fait, t'as pas trop le choix. Tu continues d'avancer parce que sinon, tu fais plus rien. Donc, tu t'adaptes, hein, tu performes, tu t'accroches à ce que tu as envie de faire, à tes rêves. Et puis, par contre, bah, t'imagines pas, en fait, qu'en coulisses, t'as un sale truc là, t'as une maladie bien invisible qui jouait déjà avec les cartes de ma vie en secret. Mm. Donc, voilà, ça c'était pas évident, tu vois, d'être dans cette situation-là. Et puis, bah, écoute, le tournant vraiment vérité, ça a été décembre 2020. Donc, je connaissais déjà mon conjoint à cette époque-là. Et puis, du jour au lendemain, j'ai eu ma jambe gauche qui s'est paralysée complètement. Alors que la veille, j'avais l'impression de marcher très bien, forcément hospitalisée. Puis là, on constate plusieurs hernies discales, dont une où le disque intervertébral avait littéralement au niveau de ma colonne. Ah Donc, j'avais ouais. des petits fragments aiguillés un petit peu partout. C'était pas évident quand on te fait le schéma de ce qui est en train de se passer. Donc, une opération en urgence parce que bah, mes nerfs commençaient à être ciselés. Donc, tu as le nerf sensitif dans un premier temps, puis après, tu as le nerf moteur. Et puis, du coup, bah, écoute, après l'opération, alors forcément, le chirurgien était très, très content de son travail parce qu'il avait réussi à récupérer tous les petits morceaux. Mais par contre, bon, bah, j'ai récupéré certes de la force, après partiellement dans ma jambe gauche. Après, c'est la jambe droite qui compense beaucoup. Mais par contre, j'ai jamais retrouvé la sensibilité de la jambe. Donc, tu peux me mettre que ce soit une plume ou un objet sur la jambe, pour moi, ça sera la même chose. Niveau sensibilité, je ne sentirai plus. Mais après, bah, tu fais avec, tu t'adaptes. Mm. Et puis écoute, à la suite de ça, on m'a demandé d'aller voir un rhumatologue et il m'a dit, oh bah écoutez, allez voir celui-là. Bon, il part en retraite, mais bon, s'il veut bien vous prendre. Donc effectivement, il m'a pris peut-être 15 jours avant de partir en retraite. Et puis il me regarde sous tous les angles et puis il nous demande de ramener des radios qu'on avait déjà faites, etc. Puis il nous dit, ah mais je sais ce que vous avez. Alors tu sais, toi, ça fait 22 ans que tu sais pas ce que tu as. Ouais. Puis lui, il tire ça comme d'un chapeau, donc j'avoue qu'on a rigolé. Puis il nous a dit, ah bah, vous avez le syndrome d'Ehlers dans l'os, de type hypermobile, c'est sûr. Et par contre, alors je vous préviens, hein, c'est une maladie rare, c'est génétique, hein, c'est à 50% héréditaire, ça touche le collagène.
Donc, il faut savoir que le collagène est présent dans 80% des tissus, enfin, compose à 80% tous nos tissus du corps. Les articulations, les muscles, la peau, les organes, le système digestif, les vaisseaux sanguins, enfin voilà, tu vois que ça touche vraiment tout. Et puis, bah, forcément, hein, il n'y a pas de traitement. On te dit, je sais ce que tu as, mais par contre, pas de traitement curatif. Et puis, c'est mal connu, c'est souvent diagnostiqué, donc c'est pas étonnant qu'on ne vous ait pas trouvé ça tout de suite. Et puis après, tu suis le protocole où il faut aller au centre de diagnostic de Garches à Paris. Et puis, bah, en fait, tu t'envoies ton dossier et ils te répondent 2 ans après. Comme quoi, le rendez-vous, c'est demain, il faut que tu te présentes. Donc, Ah ouais. tu n'as pas le temps de t'organiser de quoi que ce soit, mais tu dois y aller parce que ça fait 2 ans que tu attends qu'on te rappelle. Et puis voilà, en fait, entre-temps, il faut encaisser, surtout qu'après l'opération du dos, même, tu vois, là, on est à plus de 13 ans après, la zone de l'opération est toujours d'une extrême sensibilité et j'ai toujours, voilà, des douleurs bah, dans le bas du dos. Voilà, ça aurait été pire, c'est sûr, sans l'opération. Toute intervention a des conséquences sur le corps. Mm. Donc, bref, écoute, voilà, il a fallu encaisser. Tu vois, j'ai même dit à mon conjoint, quand on a appris ça, on a fait bah, le tableau, hein, je lui ai demandé de partir. Je lui ai dit que c'était pas la vie qu'on avait rêvée. Et quand tu viens de rencontrer ton mari, clairement, tu vas pas lui annoncer que tu vas être en fauteuil et que voilà, ta vie, c'est de pas avoir d'enfants, c'est pas une famille, etc. Enfin bon, je voulais pas ça pour lui, je voulais pas ça pour nous. Donc, je lui ai dit, allez hop, prends tes petites valises et va te trouver une nana qui va être sur ses 2 pattes, qui est une vie plus simple, quoi. Parce que quand tu pars où tu sais que ta vie elle va être compliquée, quoi. Et il me regarde ce jour-là, puis il me dit non, mais attends, t'es la même qu'hier, hein, tu seras la même que demain, donc on se calme. Et puis, bah écoute, on va s'adapter tous les jours, c'est pas grave. En fait, il n'y a rien qui change par rapport à hier. Oui, on a le diagnostic, mais en fait, ça change rien. Mm. Donc oui, c'est vrai. Il a raison, mais c'est vrai que quand le diagnostic est envoyé en pleine face, tu fais comme tu peux pour réagir, hein. Tu traverses toutes les phases, hein, la colère, la peur, le tristesse, la résilience. Voilà, suivant le temps des phases, c'est pas, tu vois, certaines durent quelques jours, d'autres quelques semaines, et puis des fois tu reviens un peu en arrière. Ouais. Tu as toutes les phases, pareil qu'un décès en fait, hein. Tu fais le décès, tu acceptes la perte que tu t'imaginais avoir, quoi, Mm, mm. en quelque sorte. Et puis, bah, écoute, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que si je vais aller durer, il fallait choisir, hein, il fallait m'écouter, aménager ma vie et puis ne pas s'effondrer, hein, déjà pour soi et puis pour aussi les personnes qui sont autour de toi, parce que la personne aidante, je pense que c'est celle qui souffre le plus. Donc voilà, bref, le handicap, ça apprend à prier et à dire non, même si c'est compliqué, très compliqué de savoir dire non, mais avec le temps, avec l'expérience aussi, bah, tu apprends que grosso modo, il faut savoir dire non pour se privilégier et puis durer pour longtemps, quoi. Mm. Donc voilà. Après, bah, écoute, sur le plan pro, donc j'ai revu mes ambitions, hein, travailler. J'ai effectivement quitté l'enseignement à plein temps. Alors, c'était pas gagné, hein, parce qu'au début, on conseillait 80%. Après, ils m'ont tout de suite conseillé 50%, mais moi, j'ai continué à 80%. Et puis, ça fait un an et demi où j'ai accepté d'être à 50 pour pouvoir suivre les soins à côté, parce qu'en fait, je faisais du 100% initialement. Et j'avais tous les soins, donc la kiné, l'ergo, le sport adapté pour personnes handicapées 3 fois par semaine à côté. C'est un an que tu dois arriver à caler en plus de ta maternité, enfin le fait d'être une maman et de vouloir être présente pour ton enfant, avoir envie de le mettre à la périscolaire sans arrêt, d'avoir envie de manger avec lui le midi, certains midis, etc. Enfin voilà. Donc une vie à organiser. Et donc, effectivement, tu vois, j'ai arrêté les mariages en tant que fleuriste. C'était beaucoup Mm. trop physique. Conseil de mon mari où il m'a dit, non mais là, stop, en fait, ça te déclenche trop de crises et ça fait des paliers supplémentaires, ça fait évoluer trop vite. Donc, je me suis formée, écoute, après, hein, en graphisme, en web design, et puis maintenant en social media manager grâce à toi pour fonder bah, mon entreprise à moi. Et puis, c'est un métier finalement qui vient respecter mon rythme. Tu vois, si j'ai envie de travailler la nuit parce que j'ai une insomnie, bah, je travaille la nuit. Tu adaptes vraiment à ton quotidien et puis à ce que tu peux de ton corps et puis de ton emploi du temps aussi. Tu t'organises, quoi. Mm. Tu priorises. Donc voilà, aujourd'hui, je construis moi une activité sur mesure, hein, je peux transmettre, guider sans m'épuiser. Et ça, c'est vraiment tout bénef. Et puis, même si c'est pas forcément hein, la vie que j'avais rêvée petite, comme dans ta question initiale, écoute, pour moi, c'est une vie qui est pleine de sens, pleine d'amour, pleine d'alignement, pleine de rencontres. Voilà, donc hyper positive. Bon, en Voilà. tout cas, effectivement, on sent que tu es passé par plein de phases différentes. Tu as finalement bien évolué aujourd'hui, que tu as aussi réussi à prendre du recul sur ce que la vie t'a imposé finalement, parce que tu ne l'as pas choisi et ça s'est imposé à toi, mais ça te permet aujourd'hui d'être en tout cas bien aligné dans tes baskets. Justement, tu as plusieurs casquettes encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à explorer autant de voies?
Alors, écoute, alors, il est vrai que si on regarde mon parcours, je suis sûre qu'il y en a plein qui se disent, c'est complètement éparpillé, c'est pas ce qu'elle veut, mais si, hein, je vous assure, je sais ce que je veux. En réalité, finalement, le fond des choses, là, quand tu regardes tous les métiers que j'ai, toutes les casquettes que j'ai pu avoir, c'est finalement le point commun, c'est de créer, c'est de transmettre, c'est de ressentir, c'est d'améliorer, d'embellir des choses. Et puis, écoute, bah, moi, je crois que je suis un peu une pile électrique, hein. On m'a toujours dit que j'étais un peu hyperactive, toujours en mouvement. Écoute, un peu ce qui est rigolo, enfin, avec un peu d'humour noir, mais c'est que, écoute, comme mon corps souffre tout le temps, hein, la douleur est omniprésente, bah, en fait, j'occupe mon esprit tout le temps. Je détourne mon cerveau de cette douleur constante pour pouvoir, bah, je préfère voilà, avoir la pensée sur un brain book que je crée pour une cliente plutôt que de voir tu vois, mes jambes avoir de la dystonie, donc ça bouge tout le temps, un peu comme la maladie de Parkinson. Bah, je préfère voilà, me concentrer sur autre chose. Et donc, voilà, moi, c'est ma stratégie de survie, c'est ma force. Elle n'est pas forcément comprise par tous, même par les personnes proches qui préféreraient que je profite de la vie autrement, ne faisant rien, mais c'est pas mon mode de fonctionnement. Donc voilà, écoute, moi j'ai toujours été très curieuse, avide d'apprendre, hein, toujours aujourd'hui. Hein, je fais d'ailleurs formation avec toi et avec Aïna sur l'intelligence artificielle qui peut vraiment apporter une plus-value à nos métiers de social media manager et de community manager. Donc voilà, je suis avide d'apprendre, de comprendre les choses en profondeur, de vraiment m'épanouir. Et puis, bah voilà, mon corps m'a imposé des limites. Et puis, je refuse par contre que ce soit des barrières. Ok, c'est des limites, mais c'est pas des barrières que je ne peux pas franchir de temps à autre suivant comment je le sens. Donc voilà, oui, effectivement, tu vois, j'ai été ingénieur agro, j'ai été enseignante, j'ai été fleuriste, décoratrice d'événements. Je suis graphiste, web designer et aujourd'hui spécialisée dans le web marketing. Mais voilà, à chaque virage, finalement, ça a eu du sens pour moi. C'est aussi ce qui était possible dans ma nouvelle réalité. Finalement, ta santé, elle t'impose de revoir ta copie. Bah, soit tu restes ta fille et puis tu te relèves pas, soit sinon, bah, tu cherches un métier qui soit à la fois épanouissant, flexible et durable et surtout adapté à ta condition. Donc, un métier depuis chez moi qui respecte mon rythme et qui évolue avec mes capacités du moment, bah, c'est parfait. Donc, finalement, tu as toutes ces casquettes. C'est un peu comme les pétales d'une même fleur, quoi. Elles se complètent, elles racontent mon histoire et puis elles sont transversales aussi vis-à-vis des clients que j'accompagne parce que tu vois, si j'accompagne des clients dans le domaine de l'événementiel, et ben, c'est un domaine que j'aurais déjà abordé, étudié pendant 10 ans, que ce soit dans la photographie, que ce soit dans les locations de salles. Bref, c'est vraiment des gens avec qui j'ai déjà été en contact et ça facilite aussi la compréhension du client et puis de savoir les attentes aussi de ses propres clients. Donc, c'est hyper enrichissant d'avoir ces casquettes-là, tu vois. Toutes ces expériences un peu là au service des entrepreneuses que j'accompagne, finalement, bah, je comprends les envies de chacun, les doutes de chacun aussi, parce que moi, j'ai déjà un peu testé, exploré hein, tous ces domaines-là. Voilà. Bon, comment tu gères au quotidien ton énergie? Parce que forcément, avec cette maladie, tu nous l'as bien expliqué, c'est pas tous les jours facile. Et est-ce que parfois tu t'es senti obligé de justifier ton Mm. activité ou ton manque d'activité, hein, au contraire? Ou alors est-ce que au contraire, ça t'a donné une certaine forme de liberté en te disant, de toute façon, je fais ce que je veux, comme je l'entends. Et puis ceux qui comprennent, tant mieux. Les autres, j'ai pas à justifier, expliquer mes différents choix. Et c'est vrai que c'est dur hein, ce que tu dis, effectivement. Alors écoute, effectivement, moi, gérer mon énergie avec le CED, c'est comme un art, hein, parce que c'est un équilibre tout le temps qui est très fragile en écoute de soi, l'adaptation permanente et puis l'acceptation de ses limites. Il y a des jours hein, où tu peux pas te lever. Donc clairement, quand tu peux pas ni bouger un bras, un doigt, et ben, tu dois te dire que là, la journée, elle va être off et puis t'as pas le choix autrement. Et puis donc, c'est là aussi l'intérêt de pas se mettre une surcharge aussi de travail, de savoir doser pour ne pas après se mettre en difficulté. Donc de bien jauger ses délais en connaissance de cause, de savoir que ben, parfois tu peux avoir un par semaine où tu es complètement off et puis tu peux pas bouger, tu peux pas travailler, tu peux pas allumer ton PC, etc. Donc Mm. voilà, faut s'adapter. Après, ce qui est particulièrement difficile, je trouve, avec cette maladie, c'est qu'elle ne se voit pas, hein, sauf, tu vois, si je dois sortir en fauteuil, là, les gens le voient, si je suis en déambulateur ou avec un exosquelette là, qui part de mes hanches jusqu'à mes chevilles. Donc pour ceux qui doutaient encore, là, c'est bon, ça se voit. Mais sinon, en fait, à l'extérieur, franchement, j'ai
sourire, j'ai le peps et du coup, j'ai l'air d'aller bien. Même, tu vois, en enseignement, hein, quand on me voit pas arriver en fauteuil, on me dit, ah, mais c'est mieux, ils ont trouvé quelque chose. Non, mais non, en fait, il n'y a pas de traitement, clairement. Enfin, c'est pas de la veille au lendemain où il va y avoir quelque chose. Si pas, en fait, un outil, les gens ne comprennent pas forcément le handicap. Donc, Mm. c'est là que réside vraiment une grande partie du paradoxe, hein. Donc, tu souffres en silence, tu dois prouver, expliquer et justifier parce que les gens ne comprennent pas autour de toi. Alors que déjà, tu vois, en parallèle, va déjà tout le temps pour que ton corps te suive alors qu'il te suit pas. Enfin, tu dois tout maintenir dans la boîte, hein, pour pas qu'il y ait de subluxation, de luxation, etc. Ça demande vraiment une énergie folle. Et Ouais. puis, à côté de ça, bah, tu dois expliquer, tu dois des fois justifier. Tu as des crises de douleur, tu as de la dystonie, ça c'est surtout le soir, tu as de l'épuisement. Bah, t'es complètement out, quoi, hein. Tu as tout qui te semble flou, enfin, t'es pas du tout en capacité de cogiter. Tu ressens une forte injustice, hein, on va pas se le nier, hein. Tu te dis pourquoi moi? Puis tu voudrais juste une pause, quoi, un moment off, tu sais, un répit où tout va bien. Mais en fait, Ouais. ça, tu pas à ce genre de moment. Donc voilà, après, malgré tout ça, je reste quand même animée par le fait que la vie, elle en vaut la peine. Et même si c'est pas celle que tu avais prévue. Et tu vois, que ce soit pendant notre voyage ou même au quotidien, on a une citation avec mon mari qu'on apprécie beaucoup, qui est de Mère Teresa et qui nous accompagne depuis longtemps. C'est la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Et moi, je trouve qu'elle nous reflète très très bien et c'est exactement ce que je vis. Donc chaque jour, c'est un défi, ça c'est clair, hein. Mais c'est aussi l'occasion d'honorer, hein, ce que j'ai, ce que je peux encore créer, transmettre et ressentir. On a toujours la possibilité de doser, hein, tu sais, sur une échelle, la gravité des situations et puis de se donner un petit coup au popotin en se disant, ouais, mais est-ce que vraiment c'est la pire crise que tu as eue ou est-ce que bah, là, pour Tom ou pour mon mari, bah, est-ce qu'on va pas se bouger un peu pour au moins faire ça avec eux? Tu jauges en fait suivant comment ta douleur est vécue. Puis moi, je suis une personne qui ne souhaite pas prendre de médicaments. Et en fait, on a fait des expériences où on m'a même mis en hosto de la kétamine et puis morphine, mais en mode vraiment dose de cheval, hein, parce que c'est un anesthésiant pour cheval, la kétamine de base, hein, avant de Ouais. devenir une drogue qu'on trouve sec. Et pour le coup, en fait, ça s'est très très mal passé parce que t'es en mode coma complet, tu te souviens de rien. Et ça a été une expérience où non, et ça m'a même pas baissé mes douleurs. Non, c'est des expériences que je ne souhaite pas. Donc, pour le coup, je préfère encore souffrir et m'adapter à mes limites, ce que je ressens, plutôt qu'on essaye de diminuer un peu mon seuil de douleur pour après, une fois qu'on lâche les chevaux, paf, ça remonte pleine balle et puis j'arrive plus à être réadapter. Je préfère être aussi en capacité de toutes mes compétences cognitives, du moins celles qui me restent encore, que plutôt venir à l'abîmer avec certains médocs, tu vois. Alors après, tu vois, est-ce que j'ai dû me justifier? Oui. Pourquoi je dois travailler à distance? Oui. Même, tu vois, dans les conseils de classe, ah bah pourquoi elle n'est pas là, etc. Tu vois, ouais, ils n'ont pas forcément à savoir, mais quoi, de te justifier. Et puis, pourquoi je choisis mes horaires? Là, pour du travail d'auto-entreprise, bah, ah bon, tu as le droit enfin, t'arrives à gérer tes horaires, à te choisir tes horaires, etc. Bah oui. Et puis, bah, ah, bah tiens, elle a eu voilà, de dire, bah, tel jour, elle peut pas bosser, tu vois, à l'année, parce qu'elle a tel soin, etc. Enfin, les gens, ils comprennent pas forcément, tu vois, tout ça. Mm. Donc, bon, bref. Après, tu vois, j'ai vite compris quand même que c'était pas à moi de me faire petite pour rassurer les autres. Parce que finalement, quand tu te justifies, c'est pour les rassurer, leur donner une explication. Mais en fait, clairement, c'est pas le bon ordre des choses, quoi. Moi, je trouve que ça m'a offert une sorte de liberté, hein, de construire ma vie, mon business à mon rythme, de manière ancrée, alignée, d'avoir une perspective aussi future. Parce que je sais très bien, peut-être dans 10 ans, je serai même pas capable devant une classe où ça fait beaucoup de bruit, où ça déclenche plein de choses au niveau de mes oreilles et puis de mon cerveau. Enfin voilà, faut être dans la réalité, quoi. Plutôt que d'arriver acculé et puis de plus avoir le choix et de pas avoir pu choisir ce que tu voulais faire, tu vois. Mm. Je choisis les projets qui me nourrissent. Ça aussi, c'est important, je pense, hein, que les personnes qui créent leur business ayez le choix, hein, de vraiment de choisir vos projets, de choisir ceux qui vous nourrissent, qui respectent, hein, l'énergie du jour, de pas s'en mettre plein à ras-bord de la cocotte, alors que vous serez sans doute pas en capacité de tout gérer. Et puis surtout de rester fidèle à soi, de ne pas changer pour faire plaisir aux autres, quoi. Donc voilà, moi je vis moins vite, je mets plus intensément, et puis je ne fais pas tout, mais je fais les choses avec beaucoup d'intention. Et puis bah, je suis libre d'être pleinement, même si je suis cabossée et différente, et ben je travaille sur des choses et des projets qui me plaisent et qui me tiennent à cœur. Donc voilà. Waouh, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage.
Au quotidien, comment tu expliques à ton fils, qui est encore relativement petit, ta maladie, ta manière de vivre avec, et puis quels seraient les messages que tu souhaiterais faire passer aux mamans qui vivent elles aussi avec des limitations physiques, mentales, de santé, mais qui ont aussi des rêves d'indépendance? Mhm. Alors écoute, effectivement, moi je trouve qu'en France, le handicap, il reste encore un grand tabou par rapport à d'autres pays où c'est très accessible, où vraiment tu as une éducation très inclusive, même à l'école. Je pense d'ailleurs au Canada, même en Norvège. Enfin, voilà, donc il est souvent invisible, du coup incompris et du coup jugé. Mm. Donc même par exemple, tu vois, à la caisse de supermarché, tu hésites, et je pense que je suis pas la seule, à sortir ta carte de priorité par peur d'un regard de travers ou d'une réflexion. Moi, tu sais, à fois, j'étais même en fauteuil, j'étais vraiment pas bien et j'ai montré ma carte pour passer effectivement à une caisse prioritaire plus vite. Et ben, il y a un mec qui m'a sorti, bah, vous pouvez patienter, vous êtes assise. Voilà. Donc, oui, effectivement, oui, c'est une façon de voir la vie, mon cher. Donc, voilà. C'est fou Donc, quand même. Enfin, ça me laisse toujours pontoise en fait ce type de ce genre réflexion. de comportement. Mais ouais, Mais en fait, ou et puis sinon, toi, c'est, tu peux aller à une caisse qui n'est pas une caisse réservée pour les personnes non, mais c'est clair. en situation Ouais. de handicap ou les femmes enceintes, en fait, également, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je te jure. Et puis, tu vois, quand tu descends de ta voiture, tu vois, je suis toujours garée sur une place handicapée. Et ben, si je sors pas avec le déambulateur, tu as des gens qui, même à peine qu'on soit garé, le fait qu'on soit jeune, tu vois, mon mari et moi, à l'avant du véhicule, et ben, tu as des personnes qui viennent pour vérifier si on a bien la carte qui est mise avant même que je sois descendue de la voiture. Ils savent même pas si mes jambes fonctionnent ou pas, ou s'il y a autre chose. Et pour vérifier si la carte est bien apposée sur notre truc. En fait, tu te sens fliqué, c'est de l'irrespect, et malheureusement, on en a beaucoup qui, pour eux, le handicap, c'est uniquement physique, uniquement égal fauteuil. Mais en fait, les gens, ils oublient qu'il y a énormément de formes de handicap, que ce soit au niveau cognitif, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau des personnes avec, que ce soit cécité. Enfin, bref, il y a plein de formes. Et du coup, bah écoute, comme si tu vois, vraiment, ça envoie le message, comme si ta souffrance, et ben, elle devait être visible pour exister. En fait, Ouais. si ça Après, se tu as voit pas, bah, aussi c'est que tu beaucoup souffres. en France, et je pense que c'est ça qui fait aussi que certaines personnes réagissent sans en vérifier. Tu as aussi beaucoup de non-respect et des Oui, personnes qui vont se garer alors qu'en tu as fait, raison, elles n'ont pas de handicap, mais juste parce que tu as c'est à raison. côté de l'entrée. Et du C'est vrai. coup, ça crée une sorte de tension, quoi. Les personnes se disent, attends, est-ce que C'est ça. celle-là, elle est vraiment en situation de Hum, handicap ou est-ce qu'elle se fiche de la gueule du hum. monde, hein, grosso modo, tu vois? Et Non, donc, mais c'est clair. effectivement, pour les personnes qui ont des maladies qui sont pas visibles, des handicaps qui sont pas visibles, effectivement, ça donne l'impression, comme tu le dis, que, ben, en fait, comme c'est pas visible, ça n'existe pas. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est incroyable. Mais par contre, tu vas dans d'autres pays où ils n'ont pas du tout le même regard, il n'y a pas du tout le même respect. Après, c'est des valeurs collectives, comme tu dis, parce que tu en as qui utilisent les places alors qu'ils n'ont pas le droit. Quand on était parti là, un an en tour d'Europe, en Norvège, tu pouvais laisser ton Karcher devant chez toi dans la rue hyper passante, bah, personne va te le piquer. Sur les ronds-points, il y avait des tondeuses, tu sais, des robots tondeuses. Ben, Mm. sur tous les ronds-points, il y en a, mais ils ne seront jamais piqués. Enfin, tu vois, c'est d'autres valeurs et c'est d'autres respects. Et que ce soit dans la vie de tous les jours, dans l'accompagnement aussi des enfants, tu vois, par exemple, les besoins éducatifs des enfants à l'école, ben, c'est pas du tout les mêmes que chez nous. Enfin, voilà. C'est des mentalités parfois différentes et des fonctionnements différents. Et par rapport au handicap, c'est la même chose, tu vois. Et tu me demandais par rapport à notre fils. Oui, tout à Bah, fait. écoute, nous, dans notre famille, ça c'est une question qu'on a fortement réfléchi avant la naissance de Tom, on a fait le choix de la vérité. C'est-à-dire que Tom, il grandit avec cette réalité, mais c'est pas pour ça qu'il a peur, hein. C'est vraiment une réalité sans gêne, sans silence. Tu vois, il me voit en fauteuil, il me voit en déambulateur. D'ailleurs, ça l'arrange bien parce que des fois, il peut s'asseoir, tu sais, sur le devant du déambulateur quand il est trop fatigué. Donc, il est bien content quand même en parallèle des fois. Et tu vois, il sait que j'ai mal, il sait que je ne pourrais pas jouer comme le fait son papa avec lui, quand ils font des jeux de bagarre, quand ils font des jeux de foot ou des trucs où il faut courir, etc. Mais je ne peux pas faire ça, moi. Mais il le comprend, puis il s'adapte. Alors, il pose des questions, c'est sûr. Quand il voit les mains de maman qui bougent toutes seules, des choses comme ça, c'est sûr qu'il Mm. pose des questions. Après, on lui répond. On a fait le choix, nous, de rien lui cacher, de lui répondre avec des mots simples, mais avec franchise et vérité. Et puis, bah, pour lui, bah, si tu veux, moi, je suis sa maman, je suis sa Wonder Woman, comme il dit, mais avec quelques super pouvoirs en moins. Et puis, bah, une force de cœur en plus, parce que moi, je suis la maman câlin. On vient raconter plein de choses, lire des histoires, on vient parler, on va faire des jeux de société tout le temps. Et puis, bah, avec papa, c'est les câlins, mais c'est aussi beaucoup de jeux physiques, entre guillemets. Ouais. Et bien
l'épanouissement physique, c'est un équilibre différent, tu vois. Et puis, j'aimerais bien dire aux mamans hein, qui vivent avec des douleurs, des limites, que ce soit visible ou invisible, peu importe, mais en fait, ne vous arrêtez pas de rêver. Vous avez le droit de rêver Mm. et vous avez le droit de créer. Et puis, vous avez le droit à votre indépendance, même si on a un corps qui est très, très freinant, qui met des limites. Et puis, notre valeur ne se mesure pas à ce que l'on fait, mais à ce qu'on est. Et ça, je pense que c'est le plus important, tu vois. Ce que tu transmets à ton enfant, la résilience, l'amour, hein, la vérité, l'adaptabilité, c'est des cadeaux inestimables de vie. Et quand on est parti un an, c'est ce qu'on a transmis, tu vois, si on est parti un an en van sur les routes d'Europe, c'est ce qu'on a voulu transmettre à notre enfant et il est possible qu'on le refasse d'ailleurs l'année prochaine. Ouais. Parce que c'est vraiment une approche qui est différente et une transmission de valeurs qui est totalement différente que de passer que quelques heures par jour avec lui dans son quotidien. Donc tu vois, on peut être une maman qui est différente, mais une femme libre, et puis on peut vivre avec des freins, et puis avancer quand même, quoi. C'est pas une barrière. Mm. C'est vrai, tu as raison. Alors pour terminer cette passionnante interview, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager en relation bien sûr avec le sujet du jour? Ah bah écoute, allez, la belle victoire d'il y a, je crois, presque un mois maintenant, parce que le temps passe vite, c'est écoute d'avoir été certifiée chez toi, Social Media Manager, d'avoir passé cette certification. Et Mm. puis, alors pour beaucoup, ça peut peut-être sembler juste une petite formation en plus là, mais pour moi, c'est énorme hein, parce que c'est une étape de plus hein, vers une autonomie, hein, une activité professionnelle que je peux adapter à mon quotidien et puis à ma santé, à mon rythme. Enfin voilà, pour moi, c'est un symbole très fort et j'étais très contente, puis de ma note aussi. Et puis, tu vois, j'ai vraiment envie de transmettre, tu vois. On n'est pas un modèle de réussite parfait. C'est ça qu'il faut parfois s'enlever de la tête. On n'est pas parfait, mais c'est pas grave. On peut être perfectionniste, mais pas perfectionniste à 10 000%, et être parfait sur tous les domaines. Mm. Voilà, donc, et essayer d'être plus aligné, authentique, et puis en redoublant de courage parfois quand ça nous manque, quoi. Donc voilà, moi, je suis très fière d'avoir été certifiée avec toi. Ben, on est très fiers aussi d'avoir pu t'accompagner et puis de te voir encore évoluer parce qu'on sait que ça n'est que le début. En tout cas, merci infiniment pour ton temps, pour ton partage, d'être rentré aussi en détail sur des aspects personnels qui parfois peuvent être un peu compliqués à expliquer, qui peuvent aussi faire ressortir de l'émotion, etc. Ce que je retiens de notre échange, en tout cas, c'est qu'on peut vivre à contre-courant, même avec une maladie invisible. On peut voyager, on peut entreprendre, on peut apprendre tout en écoutant son corps et ses limites. Et puis finalement, ton histoire nous montre qu'il n'y a pas un seul modèle de réussite. Il y a surtout du courage de pouvoir inventer son propre schéma et son propre modèle de réussite. En tout cas, encore merci d'avoir partagé ce chemin hors norme avec nous. Et puis, pour celles et ceux qui nous écoutent toujours plus nombreux à chaque épisode, j'ai envie de vous poser une petite question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, chacun, de l'autre côté de ce micro, je dirais de cet audio, pour faire un pas vers une vie qui vous ressemble à vous aussi? Et puis dans tous les cas, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Car n'oubliez jamais qu'il est possible, même avec une maladie, de concilier ambition, vie professionnelle et famille. Ce n'est pas un mythe, c'est juste un choix. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée. Et surtout, prenez soin de vous.